Je suis Warren Manguet, donc je suis ingénieur DevOps chez Smile, et aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'infrastructure as code et de DevSecOps, donc comment mettre en place l'outillage qui permettra de garantir la qualité, la sécurité et la conformité de votre code Terraform, mais ça peut être appliqué à l'infrastructure as code en général. Donc à propos de mon parcours, en fait, je suis issu du développement initialement. Donc j'ai démarré comme développeur Java à Smile et via une mobilité interne, je me suis orienté vers le DevOps de par mon attrait pour l'industrialisation et l'automatisation. Donc de là, j'ai été amené à intervenir sur des problématiques d'infrastructure as code, de déploiement continu, etc. Au sens large. Accessoirement, c'est aussi mon premier talk, donc je fais appel à toute votre indulgence et je suis preneur de tous vos feedbacks, remarques et tout ce qui s'ensuit. Donc on va commencer par une petite introduction. Donc l'infrastructure as code, comme vous le savez probablement, participe à l'automatisation grandissante donc de la gestion des infrastructures. Mais même si on automatise le tout, il y a toutefois pas mal de vérifications d'audits qui sont assez souvent réalisées en bout de chaîne. Donc les audits de sécurité, de qualité et la validation par la gouvernance, donc de la conformité en fait aux règles de l'entreprise. Donc l'idée, c'est de la même manière que ce qui se fait pour le développement, c'est comment est-ce qu'on peut introduire toutes ces vérifications le plus tôt possible dans le cycle de développement d'une infrastructure avec l'infrastructure as code, et donc ainsi lever les loups le plus vite possible et éviter les mauvaises surprises. Donc bon, on va repartir de la base. Donc qu'est-ce que l'infrastructure as code? Donc l'infrastructure as code, c'est le principe de décrire son infrastructure en utilisant du code. Donc, il existe plusieurs langages pour ça. Donc, on peut ainsi décrire l'ensemble des composants infrastructure et donc des ressources cloud associées, donc les serveurs, les bases de données, toutes les ressources réseau, etc. Donc, ça permet aussi d'appliquer l'ensemble des pratiques de l'ingénierie logicielle à la production d'infrastructures. Et donc, comme principaux avantages, donc on a la simplicité, la rapidité du développement à la production, la reproductibilité des environnements. C'est aussi auto-documenté, puisque étant du code, c'est facilement lisible et versionné dans un outil de gestion de source. Donc on a, de par tout ça, une baisse des coûts inhérents à la maintenance de l'infrastructure lorsqu'on fait de l'infrastructure as code. Donc pourquoi Terraform? Donc, comme vous le savez, la plupart des providers cloud proposent leur propre outil d'infrastructure as code. Donc pour AWS, ce sera CloudFormation, il y a le Azure Resource Manager et idem pour Google Cloud. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait quand on a des infrastructures multi-cloud ou hybrides? Eh ben, on peut pas, c'est plus compliqué. Donc l'avantage de Terraform, c'est qu'il supporte l'ensemble des cloud providers ci-dessus, mais aussi des providers divers et variés, y compris dans du cloud privé, même du on-prem, on peut même l'utiliser pour du on-premise, etc. Ça permet aussi de focaliser la connaissance sur une seule technologie. Donc, même si l'ensemble des ressources décrites et la syntaxe sera différente pour les différents cloud providers et les différents providers Terraform, il n'empêche que ça partage quand même un socle commun avec Terraform. Et donc en bonus, donc on a l'intégration avec l'écosystème HashiCorp qui est l'éditeur de Terraform. Donc on peut profiter d'une intégration privilégiée avec Vault, Nomad, Consul et consorts. Donc en conclusion, on a quand même du code partout, ce qui est bien en soi pour toutes les problématiques SRE, etc. Mais ce code, du coup, il faut aussi le maintenir et garantir sa qualité, sa sécurité. Donc pour ça, l'idée c'est de mettre en place tout l'outillage qui est habituellement réservé au développement d'applications.
Donc en passant par les bases, hein, donc le code est versionné, stocké dans un outil de gestion de code source. On peut utiliser des outils d'analyse statique de code qui permettront de parser ce code et donc de détecter en amont des non-conformités ou des failles de sécurité. Et enfin, réunir le tout dans un pipeline d'intégration et de déploiement continu, de manière à pouvoir automatiser l'exécution de ces tests. Donc l'idée ici, c'est de définir une sorte de pipeline type qui soit le plus générique et agnostique possible, puisque chaque entreprise utilise des outils distincts pour les différentes briques. Donc l'idée, c'est de montrer qu'on peut valider tout ça, peu importe ce qu'on utilise. Donc on part toujours d'un individu, l'individu qui produit le code Terraform et qui va le versionner. Donc ce dernier va écrire son code, puis le pousser vers un système de gestion de source, donc qui peut être l'un ou l'autre de ceux qui sont là, et même encore d'autres que je n'ai pas indiqués. Le fait de pousser ou de créer des merge pull requests dans ce système de gestion de source va déclencher un pipeline d'intégration et de déploiement continu, qui peut là encore être basé sur n'importe laquelle des solutions du marché. Et ainsi, donc, on va pouvoir déclencher automatiquement l'exécution d'outils de trois grands types. Donc, de l'analyse statique de code, des analyses plus dédiées à la compliance, au respect des policies d'entreprise, et enfin des analyses dynamiques qui là nécessitent que l'infrastructure soit déployée. Donc cette partie-là est optionnelle parce que ça nécessite quand même d'avoir une sandbox chez un provider cloud qui soit disponible et qui, bien sûr, ça induit des coûts dans le cadre de quand les infrastructures sont plus grosses. Néanmoins, ici, c'est plus présent pour pouvoir démontrer qu'on peut détecter en amont ce qui serait détecté par des outils d'analyse de sécurité, par exemple, qui scanneraient vos environnements cloud de façon automatique et récurrente. Donc une fois que tout ce pipeline est réalisé sur les merge ou pull requests, si tout est OK, on déploie automatiquement vers le cloud provider cible. L'ensemble de ces outils, l'idée, c'est que pour faciliter la review, faciliter faciliter la review, c'est d'avoir un reporting du résultat de tous ces outils dans les merge requests ou pull requests. Et donc pour ça, il y a un outil très sympathique sur lequel je ne m'étendrai pas forcément, parce que c'est pas le sujet, mais qui est ReviewDog, qui permet d'encapsuler en fait les tests, quels qu'ils soient, via un format standard d'error log, et qui permet donc de créer en fait des commentaires directement dans les merge requests sur l'outil de gestion de source. Donc ici, même si j'ai vendu de l'agnostique, il faut quand même montrer quelque chose. Donc l'idée a été d'utiliser GitHub et GitHub Actions pour démontrer ce à quoi pourrait ressembler ce pipeline type. Donc encore une fois, on reste sur un pipeline très simpliste parce que il est fortement dépendant de vos projets, de vos infrastructures, et donc on ne peut pas couvrir l'ensemble des cas comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer rapidement une overview de ce pipeline. Hop. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a un repo GitHub donc, qui contient du code d'infrastructure. Donc, ce code d'infrastructure est tiré d'un repo exemple en fait qui sert à tester les outils de sécurité
et qui est volontairement maléfique, bourré, truffé d'erreurs et de failles de sécurité. On a ensuite donc deux pipelines. Donc un pipeline de CI qui se déclenchera sur les pull requests et un pipeline de déploiement qui se déclenchera quand les pull requests sont mergés dans la branche principale et donc voués à être déployés sur l'infrastructure cible. Donc je vais commencer par donc je vais commencer par vous détailler rapidement donc, les quelques outils d'analyse statique qui peuvent être mis en place. Donc encore une fois ici on est sur des choses qui sont plutôt jeunes, même si ça commence à se standardiser. Donc en fait il n'y a pas de bonne solution. Il y en a plusieurs qui ont chacune leur avantage et inconvénient, et donc le choix vous revient en fonction de vos spécificités projet. Donc le premier, le plus simple, c'est TF-Lint. Donc c'est typiquement un linter pour du code Terraform, donc qui permet d'identifier des erreurs, failles de sécurité ou mauvaises pratiques directement via l'analyse de votre code Terraform. Donc il est multi-provider. Il y a des règles pour AWS, GCP et Azure pour les cloud providers majeurs. Son principal intérêt, c'est de détecter en amont via l'analyse du code des erreurs qui ne se révéleraient que lorsqu'on appliquerait l'infrastructure avec Terraform. Donc typiquement, l'exemple le plus basique et le plus parlant, c'est que si on référence un type d'instance invalide pour créer une instance EC2, par exemple, sur AWS, cette erreur ne serait levée qu'au moment où on tenterait de déployer l'infrastructure. Ici, via l'analyse du code et lui, via sa base de connaissances en fait des types d'instances qui sont autorisées par le provider, nous permet de le détecter en amont. Bon, en plus de ça, il y a plus de 700 règles disponibles, donc que ce soit du warning, de la déprécation ou des choses un peu plus poussées sur la sécurité. On peut également détecter les erreurs supplémentaires. Donc si on le plug au cloud provider, donc c'est ce qu'ils appellent le deep checking. Donc on peut comme ça détecter des choses qui sont plus spécifiques à votre infrastructure. Donc par exemple, si vous référencez des ressources qui sont censées être présentes et qui en fait dans les faits n'existent pas sur votre infrastructure déployée, donc que ce soit des users, d'autres ressources. Hop. Si on va voir ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le voir, donc ici on a une pull request qui donc ajoute un code très simple, très simpliste, mais et qui donc va être analysé automatiquement. Donc déjà, ça c'est ce qui se fait nativement via les actions Terraform, les GitHub Actions de Terraform, donc qui vous donne directement le plan en fait de ce qui va être déployé et qui vous le met directement dans la pull request GitHub. Donc ici c'est très simple, on ajoute uniquement 3 ressources, donc un security group, une instance EC2 et un VPC. Donc la spécificité ici, pour démontrer cela, c'est qu'ici, je sais pas si, alors c'est peut-être pas très lisible, hop. Donc ici, on déclare une instance d'un type inexistent type, donc qui, comme son nom l'indique, est inexistant. Et donc, concrètement, le plan, lui, ne dit rien. Il dit qu'on va créer une instance de ce type-là, mais il ne détecte pas que ce type d'instance est invalide et n'existe pas. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que on a donc notre TF-Lint, donc qui, en plus de nous donner certains warnings qui correspondent à des déprécations,
va nous indiquer et va passer en failure que le type d'instance que l'on a choisi est invalide pour le provider AWS en l'occurrence. Ah, je viens de voir ton message, Mohamed. Malheureusement, je ne peux pas faire... oui. Je vais essayer de faire au mieux. Du coup, donc on a ici le check qui correspond à TF-Link qui a échoué. Et si on avait appliqué cette infrastructure, bien évidemment, ça aurait échoué au moment de l'apply uniquement, car bien sûr, le provider AWS n'aurait pas accepté qu'on crée une instance de ce type-là. Donc je vous parlais de ReviewDog tout à l'heure, donc rapidement, l'avantage, c'est que directement, au niveau du diff, on a en fait tous ces warnings, ces erreurs qui sont directement ajoutés en tant que commentaires dans la pull request. Donc ce qui permet une revue facilitée des changements à venir. Hop, je change de slide. Donc on va passer à... Donc on a à venir, il y a 3 outils qui sont plus orientés sécurité. Donc pour tester vraiment, pour identifier vraiment des failles de sécurité, non plus uniquement du linting, de la qualité, etc., mais vraiment des failles de sécurité qui seraient celles qui seraient détectées par des outils d'analyse dynamique une fois l'infrastructure déployée sur le provider cible. Donc le premier et qui est le plus ancien, celui que j'ai utilisé en premier quand j'ai commencé à mettre en place ce genre de test, c'est TFSec. Donc il est multi-provider, il y a des règles pour AWS, GCP et Azure. À date, il y a à peu près entre 150 et 200 règles qui sont disponibles. Alors c'est très orienté AWS, donc il y en a une grande majorité qui sont pour AWS. Donc il détecte en l'occurrence donc l'inclusion de secrets dans le code, des violations de bonnes pratiques de sécurité pour le provider, donc typiquement des ingress qui seraient trop permissifs. Voilà. Et donc ensuite, on a 2 outils qui ont émergé plus récemment, donc qui sont eux backés par des entreprises qui fournissent des services SaaS qui visent à automatiser ce genre de tests de qualité, mais qui fournissent le moteur de leur test, enfin une partie du moteur de leur test en open source. Donc on a premièrement Checkov. Donc lui, il n'est pas uniquement spécifique à Terraform. Donc il permet de faire une analyse statique sur des templates CloudFormation aussi, Azure Resource Manager, et aussi sur des manifestes Kubernetes ou serverless. Donc ici aussi multi-provider. Donc là, on a quand même beaucoup plus de règles qui sont disponibles. Donc il y a vraiment une émergence, il y a vraiment une émulsion autour de tout ça. Et en fait, concrètement, quand j'ai mis à jour ces slides, on en découvre à chaque fois. Enfin, tout change. Donc pour l'instant, il n'y a pas de leader qui se détache. Ah, TFC. Il n'y a pas de leader qui se détache, mais ça mérite d'être surveillé. Donc la plus-value majeure de Checkov, c'est qu'il est possible d'ajouter des règles custom, donc d'implémenter ses propres règles. Donc là, ici, on s'approche un peu plus de la policy as code. Et donc, ici, les règles sont à écrire en Python. Ensuite, on a Terrascan, qui ici aussi est backé par une entreprise, par Accurix. Donc ici, c'est encore une fois pas uniquement dédié à Terraform, donc il y a aussi du Kubernetes Helm et Customize. Donc ça scanne aussi ces manifestes, ça a aussi la possibilité de scanner ces manifestes-là. Donc ici aussi 500 plus règles. Au niveau des détections, la promesse est à peu près la même. Donc après, dans les faits, on va voir qu'ils ne détectent pas tous la même chose.
Et ici, donc la plus-value, c'est qu'aussi, il est possible d'ajouter des règles custom, mais ici, c'est en Rego. Alors, je ne connaissais absolument pas, mais Rego, donc c'est un langage dédié à la vérification de policies, qui est l'héritier, entre guillemets, de Datalog, pour ceux qui connaissent. Donc, comment ça se met en place ici encore, donc tout est facilité hein, sur GitHub via l'utilisation de GitHub Actions, qui, en fait, tous ces outils, enfin la plupart, ont des actions qui sont déjà prêtes à l'emploi. Donc, si on utilise GitHub, c'est très très facile à mettre en place. Donc ici, on a une infrastructure qui commence à s'étoffer un petit peu plus. Donc, on a 21 ressources. Donc, on commence à déployer des security groups. Donc, toujours une instance EC2, mais plusieurs security groups volontairement permissifs, notamment au niveau des ingress et egress. Donc, si vous voyez les cider blocks, c'est pas bien du tout. Désolé. C'est cassé. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ou est-ce que j'aurais perdu ma connexion? Ok. Bah, écoutez, j'ai cassé GitHub. C'est pas gentil, mais c'est de bonne guerre. C'est peut-être le zoom aussi. Hop. Je m'excuse pour ce petit contretemps. Ok, donc ici on a toute une série de checks. Donc toute l'implémentation de ces outils est représentée sous forme de checks qui passent ou ne passent pas dans les pull requests. Et donc on a accès facilement à un rapport. Donc ici on voit que TFSec détecte 51 erreurs ou warning. Donc si on les parcourt rapidement, par exemple un bucket S3 qui n'est pas chiffré, donc un bucket de logging S3 qui n'est pas chiffré, on détecte sous forme de warning, mais bon, donc des ingress qui sont totalement ouverts dans un security group. Hop, je vais rezoomer. Donc après des choses aussi un peu plus légères, c'est que pas de description, ce genre de choses. Donc là on est plus sur de la bonne pratique. Donc des ingress qui sont totalement open. Et une fois encore ici, pardon, on a tout ça qui est intégré directement. Qui est intégré directement sous forme de commentaire dans la merge request. Et qui bien sûr bloque l'exécution du pipeline de CD à suivre. Donc à date, même si les autres outils vendent plus de règles, c'est quand même TFSec qui détecte en nombre le plus de soucis. Donc même ici, donc on a ici Chekhov. Hop. Donc Chekhov détecte à peu près les mêmes
les mêmes voire plus. Donc on a ici des MFA delete qui sont pas activés sur un bucket S3. Donc encore une fois, le code est maléfique. Hein. C'est vraiment le pire qu'on puisse faire. Donc le versioning sur le S3. On retrouve de la redondance entre tous. Donc les descriptions sur les security group. Et ici, voilà. Et donc ici, on a aussi nos ingress. C'était les problèmes majeurs hein, qui sont sur ce bout de code là. Donc des ingress qui sont totalement ouverts sur des ports qui ne devraient pas l'être. Donc ici, le port 22, c'est pas bien du tout. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que on détecte pas mal de choses, et donc je vais le démontrer plus précisément en vous montrant ce que détecte en fait un outil d'analyse dynamique sur ce code une fois déployé dans une sandbox. Donc l'outil en question, rapidement, c'est Cloudsploit. Donc Cloudsploit, ça a été racheté par Aqua Security. Donc maintenant, ils offrent ils offraient déjà, mais donc ils offrent un service SaaS pour scanner vos comptes chez les différents providers et donc détecter donc des problèmes de configuration, que ce soit sur l'IAM, sur aussi les ressources elles-mêmes qui sont déployées. Donc c'est multi-provider, ils supportent AWS, GCP et Azure. Et donc ici aussi, donc leur moteur de scan, donc une bonne partie de leur moteur de scan est disponible en open source, donc à exécuter soi-même, mais disponible tout de même. Donc ça nécessite uniquement d'avoir un accès en lecture au compte cible. Donc en fait, il va aller fetcher via l'API du cloud provider l'ensemble des informations dont il a besoin, et ensuite parser toutes ces informations pour y détecter des éventuelles failles, problèmes ou mauvaises pratiques. Donc, il détecte aussi la présence ou non sur le compte des outils d'audit des différents providers et leur bon paramétrage. Donc ici, c'est pas forcément quelque chose qui va être géré par Terraform, mais il va par exemple scanner ça sur l'ensemble des régions et non pas seulement sur les régions sur lesquelles votre infrastructure va être déployée. Donc ici, l'idée, c'est de valider que on a bien détecté en amont, via une analyse statique, ce que détecterait un outil de scan de votre infrastructure cloud. Donc ici, je l'ai intégré dans mon pipeline. Donc ici, c'est juste pour la démonstration. Donc c'est vrai que l'output est pas super. Donc ici, on voit qu'il détecte que CloudTrail n'est pas activé, mais bon, ça c'est global à mon compte. Donc oui, le compte AWS, c'est un compte AWS vierge, personnel et sans déploiement de tout ça sur le free tier, donc sans aucun des outils globaux de logging et d'analyse. Mais ce qu'on veut chercher par exemple ici, c'est que donc déjà on utilise le default security group, ce qui n'est pas bien. Et surtout on retrouve ici, voilà, donc les security groups qu'on a déployés, qui ont les ports ouverts donc sur les CIDR 000/0. Et donc sur les protocoles, sur des protocoles qui ne doivent pas l'être. On va retrouver aussi des problèmes de non-chiffrement, de chiffrement au repos sur certaines ressources, donc ici sur EBS. Après, il y a des choses plus globales sur les access keys et compagnie. Alors.
Ah. Ah voilà. Et donc sur les buckets S3, ici aussi on voit que le logging est désactivé sur un des buckets S3 qui a été créé, et aussi qui sont non chiffrés. Donc concrètement, on retrouve l'ensemble en fait des checks qu'on a déjà détectés au moment de la pull request. Donc ce qui est bon signe. Bon voilà. Donc tout ça pour dire que donc sur la partie qualité et sécurité uniquement, donc on a bien un outillage possible, donc d'analyse statique de code Terraform ou autre provider, qui permet d'identifier en amont des erreurs qui se produiraient lors du déploiement de l'infrastructure, donc pour le linter notamment, mais aussi qui détecte des failles de sécurité qui seraient détectées, donc soit par un humain en effet qui serait chargé de faire l'audit de sécurité de l'infrastructure déployée, et des outils d'analyse spécialisés qui, eux, passeraient sur l'infrastructure de production. Et donc c'est magique. Pas vraiment, mais... Donc ensuite, donc ça va peut-être répondre en même temps à la question de Fabrice. Donc là, on a parlé qualité et sécurité, mais on a peu parlé de compliance et de policy. Donc le next step de tout ça, c'est de permettre de pouvoir aller encore plus loin. Donc aujourd'hui, donc la gouvernance IT des entreprises donc émet des règles que doivent respecter tous leurs SI, donc dans les applications, mais aussi sur les infrastructures qui sont déployées. Les vérifications du bon respect de ces règles sont, comme je disais au début, réalisées en bout de chaîne et surtout manuelles. Donc c'est bien beau d'automatiser le déploiement des infrastructures, mais si on n'automatise pas également ces vérifications et qu'on ne les joue pas le plus tôt possible, en fait, on se retombe dans le même bottleneck qui est que on va le découvrir à la fin quand l'humain va aller auditer notre infrastructure. Donc l'ensemble de ces règles, policies qui régissent la compliance aux règles d'entreprise doivent pouvoir être rédigées et maintenues par des équipes potentiellement différentes de celles qui sont responsables des développements et de la production de l'infrastructure, et dans un langage idéalement accessible et compréhensible de tous, surtout human-friendly. Donc ici, on a deux possibilités. Donc on a Sentinel. Donc Sentinel qui est l'outil proposé par HashiCorp et donc intégré très finement, qui n'est disponible malheureusement que pour les versions Enterprise de leurs produits, dont Terraform fait partie. Donc ça permet d'écrire des règles potentiellement très complexes dans un langage qui, là aussi, permet de représenter l'ensemble des opérateurs logiques et qui pourraient être nécessaires pour faire ces validations. Donc dans le cas de Sentinel, ces règles sont vérifiées automatiquement quand on est sur Terraform Enterprise entre les étapes plan et apply de Terraform. Donc ça permet par exemple de coder des règles basiques, donc de restreindre par exemple certains types d'instances qu'on veut ou pas utiliser, autoriser ou refuser certains modules Terraform existants, le déploiement dans certaines régions, ce genre de choses. On peut également vérifier plus basiquement des conventions de nommage qui seraient établies sur les ressources. Et aussi là, donc faire un peu redondance, mais valider certaines règles et bonnes pratiques de sécurité. Donc ici, typiquement, de la même manière, donc les CIDR blocks 000/0. Donc il y a aussi des grosses possibilités d'extension parce que donc Sentinel a accès à tout ce à quoi Terraform a accès. Donc il peut avoir accès à l'état initial de l'infrastructure, au plan de ce qui va être déployé, ainsi
qu'au fichier HCL de Terraform du code que vous voulez déployer. Et on a un challenger, alors dans une optique complètement différente. Donc ici, il est totalement communautaire, donc c'est Terraform Compliance. Donc il tire sa philosophie et sa syntaxe des outils de Behavior Driven Development comme Cucumber. Donc lui prendra en entrée donc l'output du plan, donc le fichier que vous aurez sauvegardé suite à l'exécution de la commande Terraform plan. Et ici aussi, donc on peut implémenter presque toutes les règles de conformité. Mais on va le voir tout de suite dans un cadre un peu plus contraint. Donc l'idée c'est pas forcément de les confronter, même si on peut s'amuser un petit peu. Donc ici par exemple pour une règle plutôt simple qui est de restreindre en fait l'utilisation de CyderBlock trop permissif dans l'ensemble des ingress des security groups que l'on va déployer. On a voilà 114 lignes côté 114 lignes de pur plaisir côté Sentinel versus un scénario en 4 lignes écrit en syntaxe BDD. Donc ça illustre que Sentinel est beaucoup plus flexible, beaucoup plus puissant, mais aussi plus complexe du coup. Par contre, côté Terraform Compliance, on a à la fois quelque chose qui est user-friendly en termes de syntaxe et de lecture. Par contre, on dépend clairement de l'implémentation qui est faite par le parseur, de la transcription, qui est faite par le parseur du scénario en vérification. Et donc ici aussi, je vais pas pouvoir vous montrer Sentinel malheureusement, de par le fait qu'il est uniquement disponible pour les versions Enterprise de Terraform. Mais par contre, on peut intégrer Terraform Compliance relativement facilement. Donc ici, on reste sur la même infrastructure, la même infrastructure cible. Et donc on va pouvoir voir deux cas simples. Donc ici on voit la syntaxe, donc corporate policies must be respected. Donc in order to improve security, as engineers will comply to the corporate policy. Donc ça c'est un peu l'introduction en fait de la feature. Et ensuite donc c'est scindé en plusieurs scénarios. Donc ici, on va avoir un scénario pour vérifier le respect de standards de nommage sur les instances EC2. Donc si j'ai une instance EC2 définie et qu'elle contient un nom, alors je dois respecter une regex qui correspond à une convention de nommage. Donc ici, elle s'appelle Dark Terraform, je ne sais plus quoi. Donc de toute façon, voilà. Donc si on était pour le respect de cette regex-là, donc on échoue. Donc, bien sûr, ça fait échouer l'ensemble du pipeline de CI/CD et donc on ne déploiera pas l'infrastructure. Ensuite, donc là, on va reprendre le bon vieil exemple de l'exposition de protocoles critiques sur les ingress des security groups. Donc ici, si on a un security group de défini, s'il contient un ingress, alors il ne doit pas avoir certains protocoles et certains ports ouverts pour les CyderBlock 000/0. Donc ici, on en a quelques-uns, notamment Telnet, SSH, etc. Donc il détecte que dans le plan, qui va être appliqué, on a des failles béantes de sécurité. Donc ici, en fait, on lui passe une sorte de tableau en fait avec l'ensemble des protocoles des ports, et lui, il interpole ça directement avec les protos et port numbers.
Donc en conclusion, donc tout cet outillage qui est dédié à l'infrastructure as code, donc on n'est pas encore au niveau de ce qui existe pour le développement classique, mais on commence vraiment à s'en approcher. On voit vraiment j'ai vraiment vu une différence entre quand j'ai commencdéjà à m'y intéresser et aujourd'hui. Donc rien qu'en mettant à jour cette présentation, en l'agrémentant, j'ai déjà vu que même en 6 mois, 1 an de temps, bah voilà, il y a 2 nouveaux outils qui pop, voilà. Enfin, c'est vraiment dynamique là-dessus. Donc il y a quelques solutions qui sont aujourd'hui enterprise ready, donc soit disponibles en SaaS, etc., intégrées à des outils SaaS. Mais il y a surtout énormément d'initiatives communautaires qui méritent d'être suivies et potentiellement peut-être étendues pour les rendre plus spécifiques à votre ESI, à vos projets. Et donc l'axe majeur, à mon sens, qui émerge avec toute cette automatisation, c'est aussi la capacité de pouvoir automatiser en grande partie, ou du moins automatiser une partie des vérifications des autres types de conformité et de sécurité qui sont encore aujourd'hui la plupart du temps manuels. Donc on en arrive à non plus uniquement de l'infrastructure as code, mais également de la policy ou compliance as code. Donc c'est tout pour moi, je suis un peu en avance, donc si vous souhaitez qu'on revienne sur quelques points que je développe un peu plus, enfin voilà, j'avais pas mal de choses à dire, donc ça... voilà, donc ça a été peut-être un peu rapide, mais voilà, donc je suis ouvert à toutes vos questions. Vous avez le QR code pour Open Feedback. Encore une fois, c'est mon premier talk, donc je suis preneur de toute remarque positive ou négative. Écoutez, on va arrêter là. Merci à tous. Si jamais vous avez des questions ou des souhaits, je suis joignable sur LinkedIn avec une photo totalement non contractuelle. Donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne suite pour les conférences.